Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, à Kahone, une centaine de familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Leurs maisons ont été démolies ce matin. Des opérations sous haute surveillance en présence de 3 pelotons de la gendarmerie en vue d'étendre les chantiers de l'aérodrome de Kanda dont les travaux sont en cours. Très outrés, les 142 propriétaires crient à la forfaiture et parlent de parcelles légalement acquises. Une information démentie par le gouverneur de Kaolack. Ces terrains sont des titres fonciers de l'État. À Mbour, les artisans sculpteurs et marchands d'objets d'art du parc Laobé, au nombre de 300, réclament leur part du fonds Force Covid-19. Face à la presse ce jeudi, ils menacent de se faire entendre autrement si l'État ne réagit pas. Ils disent être très impactés par la pandémie de Covid-19. Le programme alimentaire mondial va financer le Sénégal à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience des agriculteurs démunis. Le programme a déjà touché 5 000 ménages et compte s'étendre à 45 000 d'ici 2023. En France, la vaccination contre la Covid-19 qui va être gratuite pour tous commencera en janvier. Le pays disposera d'un potentiel de 200 millions de doses selon le Premier ministre Jean Castex. Le journal de la santé va boucler cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Ce jeudi, des pelles mécaniques et des engins ont entamé la démolition des maisons qui sont entre l'aérodrome de Kanda et la commune de Kahone. Plus de 140 ménages seront impactés. À l'origine, l'extension et l'élargissement de l'aérodrome de Kanda dont les travaux sont en cours. La gendarmerie a sorti l'artillerie lourde pour veiller sur tout le périmètre communal de Kahone. Des familles passeront la nuit à la Belle Étoile. Un reportage de Mamadou Kamara. Ce jeudi, sur ordre du chef de l'exécutif régional de Kaolack, des engins, des pelles mécaniques et du matériel lourd ont été mobilisés pour procéder à la démolition de plus de 140 maisons qui se trouvent à quelques encablures de l'aérodrome de Kanda dont le chantier est en cours. Très inquiets, ces chefs de ménage lancent un appel au chef de l'État. Je m'appelle Samandaou, j'étais en fonction comme inspecteur de police à Dakar. Nous sommes dans un état de droit. Nous voulons que le président Macky Sall sache que par exemple il y a des gens qui sont derrière lui, qui travaillent sur son dos. Ça c'est pas normal dans un état de droit, dans un état qui se dit état de droit. On ne peut pas expulser des gens comme ça, par exemple Manu Militari, avec une sommation de 24 heures sans délai. Donc combien de familles seront impactées? 100 et quelques familles. Hier il nous a dit le préfet qu'on a eu ce qu'on voulait. Il va y avoir le directeur de l'urbanisme a dit qu'il y aura une deuxième vague. Donc c'est pas encore terminé. Mais ce matin, à notre grande surprise, 3 pelotons de gendarmerie sont passés par là avec armes au poing, armes au maintien d'ordre. Et en même temps, par exemple, sur la route nationale, ils sont là-bas avec le préfet. Ils ont commencé à démolir des maisons. Des maisons où des gens appelé un menuisier pour démonter mes portes et attendre où les mettre et savoir par exemple passer la nuit à la Belle Étoile. Le chef de l'État l'appelle quand je lui lance et je lance à Marine Faisal, aux bonnes volontés, aux chefs religieux. C'est de nous venir en aide. C'est de nous venir en aide. Moi, à l'heure où je vous parle, j'ai pris ma retraite. Mais où est-ce que je vais? J'ai montré hier au préfet mon portable. La somme qu'on me prend dans le prêt que j'ai effectué pour acheter cette maison, on me coupe ça jusqu'à présent dans ma pension. Peut-être je peux retourner à ma maison paternelle, à Kaolack, parce que nous tous qui habitons ici, par exemple, nous sommes venus construire parce qu'on a pris notre retraite et tout ça. Nous allons vers une seconde vague, on ne le souhaite pas. On va mourir dans les rues. Il y a le froid qui approche, les intempéries. Il faudrait que les autorités cherchent raison garder quand même. Rassembler des gens dans un forum et dire le contraire après le lendemain, c'est pas de l'administration. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. Moi, je ne peux pas avoir de solution. Rester au dehors ici devant chez moi, dans la surprise. Je suis actuellement dans les mois, dans la surprise. Ces opérations de démolition se déroulent sous haute surveillance des forces de l'ordre avec la présence des hommes en bleu qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour veiller au grain. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Les 142 propriétaires des maisons démolies disent avoir détenu légalement leurs parcelles et maisons depuis une quinzaine d'années et toutes les procédures administratives ont été respectées. Samandaou, inspecteur de police à la retraite et porte-parole des propriétaires des maisons, s'explique au micro de Mamadou Kamara. Je m'appelle Samandaou. J'ai commencé mon chantier en 2006. J'étais en fonction comme inspecteur de police à Dakar. Quand j'ai pris ma retraite, je suis venu m'établir ici après 4 prêts à la B6 avec une attestation délivrée par le maire. Je suis passé au cadastre, il m'a fait les papiers nécessaires. Je me suis abonné à la Sénélec, à la SDE. La maison est là, en face de vous, que vous voyez. Presque 25, 30, 40 millions, je l'ai dépensé dans cette maison. Ils ont besoin de 400 mètres. Je me suis dit que non, c'est bon. Quelques jours après, je reçois des éléments de la
DSCOS qui me remet une convocation et une sommation sans délai. J'ai fait des déguerpissements dans la police et tout, partout. Mais j'ai jamais vu un déguerpissement sans délai. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des bêtes. Je suis là avec mes enfants et ma famille. Mais je sais qu'il y a des gens à qui on a mis par exemple un numéro. Dans l'après-midi, ils sont revenus effacer ça pour mettre RAS. Ici même par exemple, à l'instant même, où on devait venir évaluer ce qu'il y a comme valeur dans les maisons, pour qu'on puisse par exemple après être dédommagé. D'après le préfet, ce qu'il nous a dit hier au forum. Ce que je lui ai posé la question, de savoir par exemple les délais sans sommation, ça l'a mis en branle. Ça lui a fait mal, pas les démotions. Je lui ai dit que nous sommes tous émotifs. On ne peut pas par exemple ne pas être devant une maison, un beau jour, on te dit sort dans la rue. Il y a la deuxième vague de pandémie qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? On va faire de nous des mourants. Il y a le froid qui est là. Alioune Badara Mbengue dément formellement. Le chef de l'exécutif régional de Kaolack confirme la procédure administrative de démolition n'est pas viciée parce que ces terrains sont des titres fonciers appartenant à l'État. Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de Kaolack, on l'écoute avec Mamadou Kamara. Pourquoi on procède à cette démolition-là? Parce que tout simplement, la piste devrait passer de 1600 mètres, 2000 mètres plus, donc la zone de sécurité. Est-ce qu'ils ont été avertis? Si, ils ont été avertis. Depuis le mois de juin, depuis le jour où j'ai fait une visite ici au niveau de l'aéroport, j'avais déjà lancé un appel et j'avais demandé au préfet de réactiver la commission départementale de recensement et d'évaluation des impasses. Ça a été fait. Un arrêté même a été pris pour interdire le passage des animaux et de toutes les autres personnes étrangères à cette infrastructure-là à l'intérieur. Et depuis lors, le préfet aussi ne cesse de rencontrer les populations, de tenir des forats, de faire même des porte-à-porte. Mais personne n'a bougé, les gens semblaient un peu ignorés. C'est la raison pour laquelle avant-hier, je suis revenu accompagné donc de cette commission-là pour dire aux gens que maintenant, il faudrait que vous quittiez. La DSCOS a été mise en branle. On a marqué donc les maisons-là, les impasses. Et les gens ont été convoqués à la DSCOS. Et même hier, le préfet a encore tenu un autre forum pour dire que donc personne n'a été pris à défaut. Il se trouve un autre problème, même un problème d'ordre juridique. Parce que c'est là, c'est une assiette qui appartient à l'État. C'est un titre privé de l'État. Donc toutes les dépendances-là font partie donc de cette assiette. C'est un titre foncier de l'État. Donc quiconque s'y installe se trouve dans une forme donc d'irrégularité. Mais dans tous les cas, une question a été posée, est-ce qu'on va les laisser comme ça? Je dirais non, parce que tout le monde connaît la magnanimité de M. le Président de la République, vraiment sa dimension sociale, de telle sorte que si les gens quittent comme ça aussi, dans ces conditions, le président de la République ne va pas les laisser sans vraiment donc les accompagner. Soyez-en rassurés. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on ne va pas les laisser comme ça. On va les laisser comme ça. Mais l'essentiel est qu'ils quittent. Sud FM, l'info, c'est ici. Colère des artisans sculpteurs et marchands d'objets d'art du centre artisanal de Mbour, plus connu sous le nom de Parc Laobé, impacté par la pandémie du Covid-19. Ces acteurs touristiques se disent abonnés et oubliés par les autorités. À les en croire, ils n'ont pas vu l'aide des forces Covid destinées au secteur. Au nombre de 300 pères et mères de famille, ils attendent toujours le soutien de l'État. En conférence de presse, ils ont alerté les autorités sur leur situation. Moustapha Sall. Ils sont nombreux à fermer boutique. Ce sont les artisans, sculpteurs et vendeurs d'objets d'art du centre culturel communément appelé Marché Laobé de Mbour. Face à la presse, ces artisans impactés par la pandémie du coronavirus ont interpellé les autorités. Mohamed Diko porte leur parole. Bon, ce qui nous réunit, c'est qu'on se sent un peu oublié par nos autorités. Même on fait partie des artisans et on fait partie des gens qui font développer l'artisanat ici dans la localité de Mbour. Donc depuis le début des pandémies, on voit qu'on se sent vraiment abandonné. Si vous voyez chez Marché, vous voyez tout est carrément fermé. Il y a plus de 160 quantités qui sont fermées et franchement, le Covid nous a beaucoup touchés. Si tu vois, depuis le début des pandémies, beaucoup de gens sont obligés de laisser le travail et chercher quelque chose d'autre à faire. Il y a plus de 160 cantines quand même. Vous voyez, on fait les sculptes à bois. Il y a des femmes aussi qui font du travail, ils vendent des trucs. Et moi, je fais les boîtes en cuir. Ils sont au nombre de 300 acteurs touristiques qui attendent toujours les fonds force Covid-19. On n'a rien réussi. On a fait des demandes. On nous a demandé en fait de nous inscrire dans plusieurs listes. On s'est inscrit, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des aides, quoi. Si vous voyez, c'est ici qui est le secteur où il y a plus de travailleurs en fait. Que si tu viens, tu vas voir les gens exposer leurs choses en même temps, les gens aussi qui le font. Donc la production vient d'ici. On veut que nos autorités vraiment gardent un œil sur nous. Seulement on croise les bras, donc il n'y a vraiment rien à faire. Donc on attend vraiment qu'ils nous donnent des coups de main, qu'ils nous soutiennent, parce qu'il y a beaucoup de responsables et de chefs de famille qui sont là. Tu te réveilles le matin, tu viens, tu t'assois, tu fais quasiment rien du tout. Ça fait vraiment mal. Et si vous voyez l'image de ces jeunes qui rentrent dans les pirogues, ils font l'immigré clandestin, c'est
parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas venir dans ces marchés, rester matin jusqu'au soir et rentrer à la maison sans rien amener pour la famille. Il y en a plusieurs qui ont pris la mer. Il y en a même certains qui sont décédés là-bas. Ces artisans sculpteurs et vendeurs d'objets d'art du centre artisanal de Mbour menacent d'aller à la vitesse supérieure si les autorités étatiques tardent à s'apitoyer sur leur sort. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Moustapha Sall à Mbour avec les artisans sculpteurs et marchands d'objets d'art du centre artisanal plus connu sous le nom de Parc Laobé, impacté par la pandémie de Covid-19. Ils réclament leur part du fonds Force Covid-19. Vote du budget de la commune de Mont-Roland dans le département de Tivaouane. Un budget revu à la baisse à cause des effets de la Covid-19. Une occasion de décrier la mauvaise gestion dans la localité Babacar Sow. Vote du budget de la commune de Mont-Roland dans le département de Tivaouane. Près de 2 milliards avec comme priorité les secteurs de la santé, la jeunesse, les sports, l'éducation, l'environnement et la culture. Des projets majeurs existent cependant selon le maire Yves Lamine Ciss qui revient ici sur la baisse du budget de cette année à cause des effets négatifs de la Covid-19. Yves Lamine Ciss, maire de la commune de Mont-Roland. Qu'on tienne compte de tous les secteurs, de l'éducation, de la santé, des jeunesse et sports, de l'environnement, de la culture, tous les secteurs pour que l'année prochaine, tout peut être à dire que nous puissions atteindre d'autres résultats pour la commune de Mont-Roland. Des projets majeurs. Il y a le projet du stade qui est toujours là parce que nous tenons à ce qu'on ait une tribune au niveau du stade de Mont-Roland. Mais aussi il y a le projet des étudiants, c'est un grand projet au niveau des écoles primaires, de lycées, mais aussi à la santé. Je pense quand même que c'est des secteurs clés pour lesquels nous investissons beaucoup d'argent parce que nous croyons que c'est un investissement réel qui est là et qu'à l'avenir les gens se rendront compte que c'est une bonne approche. Ce vote du budget, une occasion pour l'autorité municipale de revenir sur le sérieux problème de la distribution de l'eau à Mont-Roland, non sans interpeller l'État du Sénégal sur ce paradoxe. Un maire qui en a profité pour s'expliquer sur ce phénomène avec les 13 forages que compte la commune de Mont-Roland, privée du liquide précieux. Yves Lamine Ciss, maire de la commune de Mont-Roland. Quand nous on avait accepté Aquatec parce qu'on avait des difficultés dans la production et la distribution d'eau. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que quand Aquatec est venu, depuis plus d'1 an, même 2 ans, il y a des villages où il n'y a pas encore d'eau, tels que le village de Lorous et le village de Tuvintango, le village centre. Jusqu'à présent, il y a des parties qui n'ont pas d'eau pendant la saison sèche. Nous pensons que Aquatec, parce que l'État qui a signé la convention avec Aquatec, c'est à l'État quand même de nous aider pour que quand même qu'il y ait assez d'eau à Mont-Roland. Parce que nous ne pouvons pas comprendre quand même que le réseau Pout-Nord de la Seine-Eau ou de la Sonesse, où il y a 13 forages, qu'on connaît des problèmes d'eau. C'est pas normal qu'on prenne l'eau de Mont-Roland, qu'on l'amène à Dakar et que les gens qui vivent à Mont-Roland n'aient pas assez d'eau. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mont-Roland pour Sud FM. Le fonds vert mobilisé par le Programme alimentaire mondial va financer le Sénégal à hauteur de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet 4R. C'est pour renforcer la résilience des agriculteurs démunis en leur fournissant des équipements, assurances, intrants avec une gestion intégrée des risques climatiques. Le programme a déjà atteint 5 000 ménages et compte s'étendre à 45 000 ménages d'ici 2023. Fatiha Terti, directrice bureau pays du PAM, au micro de Aïssatou Gueiba. En fait, c'est un programme qui va faire les liens entre l'humanitaire et le développement. Dans le passé, ce qu'on faisait, on arrivait quand la crise est arrivée, comme des pompiers. Mais en fait, on gérait les crises. Mais dans le cadre de ce projet, c'est plus gérer les risques. C'est préparer les populations à faire face aux dégâts qui sont faits par les changements climatiques. En fait, c'est prévenir, c'est construire la résilience des communautés pour faire face. Ils sont prêts et on ne présente pas un soutien momentané. Mais en fait, ça va dans le long terme et je l'ai bien dit, c'est dans le long terme. C'est comme ça qu'on va améliorer la résilience des petits producteurs pour qu'ils fassent face à ces conséquences vraiment dévastatrices du changement climatique. Le projet est financé à hauteur de 10 millions de dollars américains sur 5 ans et on compte atteindre à peu près 405 000 bénéficiaires, qui est très très important, y inclut les femmes et les veuves. Ça, c'est un projet très très important d'envergure importante et en plus, ça c'est un commencement parce qu'en fait, on est en train de travailler avec d'autres partenaires pour voir comment les associer aussi dans cette très très importante initiative qui est qui sera un modèle en fait en Afrique.
Femmes dans la gouvernance, c'est le thème de l'atelier de 2 jours initié par le caucus des femmes qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans les partis politiques mais doivent encore être beaucoup plus promues. Compte rendu Odile Minkelan. Sur 332 partis politiques représentatifs à l'Assemblée nationale, 17 sont dirigés par des femmes, selon une étude du caucus des femmes. Un nombre significatif dans la lutte de proportion de femmes dans les instances des partis politiques au Sénégal. Mais il y a encore du travail à faire, souligne l'honorable députée Hélène Tine. Quand on n'y intègre pas les coordinations départementales où elles sont faiblement représentées. En tout cas, nous avons aussi constaté que les femmes c'est vrai qu'il y a des avancées parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont secrétaires générales adjointes dans leur parti ou porte-parole ou même chargées des élections, mais elles sont encore minoritaires. Les femmes sont toujours dans les commissions telles que l'animation, la sensibilisation, la mobilisation. Elles sont plus à la tête de ces commissions-là, qui sont quand même des commissions importantes en ce qui concerne la massification des partis. Venu participer à l'atelier, l'ancien maire de Dakar invite les femmes à arracher davantage les places qui leur reviennent au sein des partis politiques. Khalifa Ababakar Sall. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui interpelle les partis politiques et les hommes qui les dirigent la plupart du temps dans leur capacité à permettre aux femmes de s'épanouir et d'exercer leur droit. Je crois qu'on est à l'ère où les femmes doivent fortement arracher leur droit. Et 2 questions essentielles nous interpellent, nous qui prétendons être responsables de partis politiques. La première question est relative au rôle des partis politiques. D'abord, avant que les femmes ne puissent s'y mouvoir, est-ce que ces partis politiques dans lesquels les femmes adhèrent jouent pleinement leur rôle? Du point de vue quantitatif, beaucoup de femmes ont pu accéder aux instances de prise de décision dans notre pays. Mais du côté qualitatif, la question qui se pose est-ce que la présence massive des femmes dans les instances de prise de décision a impacté positivement? Célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap ce 3 décembre, l'Union régionale des associations de Kaolack réclame la signature du décret portant sur la haute autorité pour une meilleure prise en charge des politiques sociales, un recrutement massif des personnes en situation de handicap dans la fonction publique et l'accélération des travaux de leur siège à Sing Sing. Maître Daouda Ndiaye Baro, président régional des associations de personnes en situation de handicap à Kaolack, est au micro de Mamadou Kamara. L'accès des personnes handicapées à la fonction publique, c'est une vieille revendication que nous ne cesserons jamais de demander. Il y a également l'accès des personnes handicapées au financement qui est prévu dans la loi d'orientation sociale en ses articles 27 à 29 pour avoir des appuis et des emplois. Il y a également, surtout dans les articles 48-49, la mise sur pied d'une autorité chargée des personnes handicapées. C'est une vieille doléance. Il urge quand même de concrétiser ces dispositions qui sont en train de mettre en œuvre les politiques sociales conformément à l'article 14 de la loi d'orientation sociale. Nous avons un siège qui est à Sing Sing, qui fait l'objet de construction, mais malheureusement il reste des finitions, notamment en termes de fourniture d'électricité, en termes de fourniture d'eau, en termes de femmes de ménage, en termes de gardiens, ce qui n'est pas encore effectif. J'ai trouvé une oreille attentive au niveau de la municipalité et la haute autorité qui est prévue par la loi d'orientation sociale. C'est un fondement juridique. L'article 48 de la loi d'orientation sociale fait état d'une haute autorité qui sera chargée de voir les politiques publiques de l'État, de les suivre, de les évaluer. Mais depuis que la loi a été adoptée en 2011, jusqu'à présent, nous courons derrière cette haute autorité qui n'a pas encore vu le jour. Donc nous lançons ici et maintenant et solennellement cette demande afin que les autorités, les chefs de l'État puissent prendre les dispositions qui s'imposent pour prendre un décret portant la nomination d'une haute autorité. Nous n'avons pas été représentés au niveau de l'Assemblée nationale, mais vous savez, à ce niveau-là, il va falloir que les handicapés s'investissent dans les partis politiques et faire des campagnes et travailler. Et aujourd'hui, nous avons des ONG qui travaillent en ce sens
il y a l'ONG Save 7 qui s'active pour la participation démocratique et citoyenne. Nous avons des membres qui sont dans les instances des partis politiques. Lorsqu'il y aura une élection ou un mandat, quand ils vont faire leur demande, nous allons prendre part pour ces personnes afin qu'ils puissent être des élus au niveau des instances de décision. Parce que nous ne pouvons rien obtenir sans pour autant entrer dans les instances. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. La communauté sénégalaise au Burkina exerce dans plusieurs domaines d'activité à Ouagadougou. Des profils sont sollicités pour dynamiser certains secteurs. C'est le cas de Mamadou Diarra qui anime une galerie depuis plus de 20 ans. Découvrons la passion de cet homme dans ce dossier signé Mathieu Somda, notre correspondant à Ouagadougou. Mamadou Diarra est un économiste de formation, mais il a basculé dans l'artisanat par passion. Une passion conditionnée par un de ses emplois à Ouagadougou. J'étais venu ici pour le compte du Centre culturel français qui dit culture, donc il y a l'art aussi dedans. Donc après j'avais fait un diplôme après les études là comme animateur culturel à Dakar. Donc c'est ça qui a fait qu'il y avait toujours une attirance pour l'art. Et puis il faut se dire au moment où je posais les pieds au Burkina Faso, il y a 20 ans de cela, je pense que c'était le carrefour artistique africain avec le FESPACO, le Siao. C'est là où c'est né quand même l'attirance pour l'art et l'artisanat. Pour son potentiel avéré dans le domaine de l'artisanat, Mamadou Diarra est coopté pour la gestion d'une galerie à Ouagadougou. Je suis tombé sur une Française qui avait ici cet endroit, c'est elle qui était ici. Elle était enseignante à l'école française, une des doyennes. Après sa retraite, elle s'est consacrée à ce magasin d'objets d'art et d'artisanat. Quand on me l'a présenté, le courant est passé du tic au tac. Il y avait seulement des dames qui travaillaient ici. J'étais le singleton, le seul homme qui a travaillé. Et puis jusqu'à présent, j'ai perpétué la nouvelle. Il n'y a que des femmes qui travaillent avec moi. Actuellement, on travaille avec plus de 100 associations à travers tout le Burkina Faso. 80% de la marchandise c'est d'ici, les 20% c'est avec les pays limitrophes. La diversité des objets d'art de cette galerie reflète une forme d'intégration des cultures selon Mamadou Diarra. Pour moi, les peuples sont intégrés depuis à travers l'art. Quand on dit une galerie, il y a les masques, il y a les produits vestimentaires, il y a les bijoux, il y a la maroquinerie aussi. En tout cas, tout ce qui est utilitaire. Et surtout là, l'or ici, l'or blanc, je me dis que c'est le beurre de karité. Il y en a. Il y a des pièces en bronze aussi, parce qu'on a des gens qui nous viennent de Bobo. Il y a des produits même de Kaya aussi. Cette disparité-là, de dire que vraiment la porte est ouverte. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. En France, la vaccination contre le Covid-19 qui sera gratuite pour tous commencera en janvier pour les seniors en établissement, 1 million environ, en février pour les personnes fragiles par l'âge ou les pathologies, 14 millions, puis au printemps pour l'ensemble de la population. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Premier ministre Jean Castex. Grâce aux commandes prises au niveau européen, la France disposera d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes puisque le vaccin nécessite à ce jour 2 injections à quelques semaines d'intervalle. Pour s'assurer de la gratuité, le gouvernement a prévu à cette fin 1,5 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale pour 2021. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Les progrès mondiaux de lutte contre le paludisme risquent d'être remis en cause par des lacunes en matière d'accès à la Covid-19 et le financement insuffisant. L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays et les partenaires mondiaux dans le domaine de la santé à intensifier la lutte contre le paludisme, une maladie qu'il est possible d'éviter et de traiter mais qui fait encore des centaines de milliers de morts chaque année. Il faut des interventions mieux ciblées, de nouveaux outils et un financement plus important pour changer le cours des choses au niveau mondial et atteindre les objectifs convenus à l'échelle internationale. Selon le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde, les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie stagnent encore, en particulier dans les pays africains où la charge est élevée. Les difficultés d'accès aux outils vitaux sapent les efforts mondiaux visant à juguler la maladie et la pandémie de Covid-19 devrait entraver encore davantage les efforts de lutte.
Deux nouveaux genres bactériens découverts par l'équipe de Didier Raoult portent désormais le nom du professeur Souleymane Mboup. Il s'agit du Mboupella massilensis et du pseudo-Mboupella massilensis. L'équipe du professeur Didier Raoult de l'IHU de Marseille honore le professeur Souleymane Mboup, président de l'IRSF et co-découvreur du VIH2 en 1985. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. À Kahone, une centaine de familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Leurs maisons ont été démolies ce matin. Des opérations sous haute surveillance en présence de 3 pelotons de la gendarmerie en vue d'étendre les chantiers de l'aérodrome de Kanda dont les travaux sont en cours. Très outrés, les 42 propriétaires crient à la forfaiture et parlent de parcelles légalement acquises. Une information démentie par le gouverneur de Kaolack. Ces terrains sont des titres fonciers de l'État. À Mbour, les artisans, sculpteurs et marchands d'objets d'art du parc Laobé, au nombre de 300, réclament leur part du fonds Force Covid-19. Face à la presse ce jeudi, ils menacent de se faire entendre autrement si l'État ne réagit pas. Ils disent être très impactés par la pandémie de Covid-19. Le programme alimentaire mondial va financer le Sénégal à hauteur de 5 milliards de francs CFA. C'est pour renforcer la résilience des agriculteurs démunis. Le programme a déjà touché 5 000 ménages et compte s'étendre à 45 000 d'ici 2023. En France, la vaccination contre la Covid-19 qui sera gratuite pour tous commencera en janvier. Le pays disposera d'un potentiel de 200 millions de doses selon le Premier ministre Jean Castex. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sud Nutrition suivie de votre émission religieuse Al Bidaya en compagnie de Oustaz Sall.